Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Aujourd'hui, nous allons voir les règles sur L. Mais en première vue, on va d'abord voir comment se trouve la campagne L The Last Saga. Donc là, ils sont arrivés à plus d'1 million d'euros. Donc c'est une bonne chose pour eux. Pas mal de stretch goals de débloquer. Donc on va descendre, voir un petit peu ce qui a été débloqué. Donc en fin de compte, en add-on, on peut avoir un playmat du camp et un playmat de l'expédition, donc un double playmat. C'est pas mal ça. Euh, c'est super cool pour 35 $, du 90 par 70. Ensuite en add-on, on a le cahier de dessin, le livre avec les illustrations. Moi je suis pas trop fan de ça. Après il y a beaucoup de gens qui aiment ça, avoir un livre avec les différents dessins et différentes sculptures que les gens ont fait pour 30 $, 130 pages quand même. Ensuite on a les dés qui ont été débloqués, les dés en bois on dirait. On a l'impression qu'ils sont en bois ou fait en os. Euh, pour 12 $, 12 dés. Le petit dé try pour lancer les dés, ça j'aime bien ça. Pour 10 $, c'est pas cher. Et donc il y a tous les hostiles, les survivants qui ont été débloqués, enfin pas mal de survivants, des, des bâtiments ont été débloqués, les nouveaux dashboards des survivants creusés pour pouvoir y mettre les dégâts, etc. Ça, on y reviendra tout à l'heure en regardant les règles. Différents tokens, les familiers ont été débloqués. Euh, le chat, j'adore le chat, il est trop bien. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer, mais à mon avis, ça doit être une tour de guet ou un truc comme ça qui sera, euh, qui sera disponible. Donc, en espérant que ça soit débloqué. Donc voilà, c'était un vite aperçu de la campagne Kickstarter. Il reste 6 jours au moment où je tourne la vidéo. C'est à peu près un petit peu moins de la moitié. 10 372 contributeurs, c'est pas mal. Suite à ça, je voulais vous faire un petit peu de pub pour la page de Elle The Last Saga sur Facebook, où en fin de compte elle est vraiment dynamique. Il y a beaucoup de personnes qui discutent et il y a moyen d'avoir tout de suite une réponse à sa question. Franchement, il est super. La page est super bien et tout. Donc je vous invite à la consulter, à vous inscrire sur la page. Je sais plus combien on est là. 1000. Ah non, ça c'est Mythic Game. Euh, je sais plus combien on est de personnes sur la page. On doit être plus de 2000, 3000, je sais plus. Membres. Je sais plus combien on est. Enfin voilà. Là. 4000. Ah bah voilà. 4239. Donc ça en fait pas mal. Voilà. Donc maintenant on va arriver sur ce qui nous intéresse. Les règles. Donc là j'ai un petit peu avancé. En plus mon PC il a un peu de mal. Je sais pas pourquoi. Donc là en fait nous avons la présentation. Donc c'est les règles là, c'est juste on va dire un prototype, hein. C'est pas les règles finales, il y a quelques petites coquilles à faire, à revoir. Donc le sommaire,
avec ce qui va nous intéresser, nous, c'est la phase de jeu. Mais avant de faire la phase de jeu, je voulais vous expliquer un petit peu donc le contenu du jeu, ça on le sait, le plateau de jeu, ça c'est le plateau du campement qui va être très important. Le dashboard, je vais y revenir plus bas, il y a le même dashboard qui est beaucoup plus visible. Donc, donc là, nous avons tous nos héros que l'on va pouvoir incarner. J'avais dit que Bergun, elle avait un chien, en fait c'est un ours, je m'en excuse. C'est un ours, hein. J'ai vu la carte du familier là. Il fait un petit peu penser à un ours, mais à un chien, mais bon, bref. Donc il y a des cartes héros, des cartes vestiges. Les tokens, bah, en fin de compte, là c'est, il y a des tokens qui ont été transformés en pions 3D, donc comme les totems. Maintenant ils sont plus, ils sont en 3D, on va dire. Les jetons dégâts, c'est plus des jetons, et ben, c'est carrément en plastique. Et les jetons bois, viande et morale ont été modifiés aussi. Donc, ont été débloqués, je veux dire, pendant la campagne. Donc voilà. Ce qu'il y a dans une boîte d'un champ, on y arrive. Donc dans un champ, il y a des cartes campement, destin campement, euh, des cartes destin expédition. Ça va dépendre si en fait le scénario dit que vous êtes dans le campement ou en expédition. Donc vous allez pouvoir mettre ça en place en fonction du scénario qui va vous le dire. Des cartes actions spéciales, ça viendra plus tard. Des cartes héros, des cartes menaces, des cartes trophées, on va pouvoir débloquer des trophées et tout. Là, le champ numéro 1, en fonction des tokens qu'il y aura sur le plateau de jeu, on va pouvoir aller lire en allant dessus les différents chapitres qu'on verra plus tard. Une carte objectif, donc ça c'est la carte on va dire la plus importante puisque dessus en fin de compte il va y avoir les objectifs à atteindre pour pouvoir réussir le scénario. Des cartes hostiles, des cartes prières en fonction de ce qu'on va vouloir prier comme Dieu. Alors la présentation générale, donc voilà le livre de la saga. Le livre de la saga, il est en deux parties. En fin de compte, un recto, enfin il est tête bêche. D'un côté, en fin de compte, on va à la phase de jour et de l'autre côté, la phase de nuit. La phase de jour est en blanc, la phase de nuit est en noir. On va pouvoir aller lire directement les chapitres qui correspondent à ce qu'on aura trouvé soit sur des cartes trophées, soit sur des soit sur les tokens en fonction de la carte de, de signer quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a paragraphe spécial. Donc en fin de compte, il y aura des spéciaux. Les paragraphes, il y en aura certains où en fin de compte, vous serez le seul à lire ce paragraphe et il ne faudra pas le dire à vos compagnons de route. Donc les jetons saga, donc il y en aura qui seront cachés. Il faudra aller les découvrir pour voir ce qui se passe, si c'est bénéfique ou pas. Et il y en a qui seront visibles, face visible, où on ira directement dessus pour aller lire justement sur cette carte les chapitres. Voilà. Mon PC rame un peu. Alors voilà, nous avons un dashboard, un plateau de jeu. Donc le plateau de jeu, dessus, qu'est-ce qu'on a? On a donc la figure de notre personnage. Là, nous avons le rang du personnage au niveau de la communauté.
Savoir, donc le rang le plus fort c'est le 13, donc lui il est 12e. Le 13 c'est la reine, en dessous il y a lui. Donc ça va dépendre. Donc s'il y a que lui sur le plateau de jeu en plus haut rang, c'est lui qui aura le jeton meneur de jeu. Le jeton meneur pourra distribuer en fait le jeton comment que c'est le jeton d'explorateur. Explorateur, il va pouvoir dire bah, toi tu seras l'explorateur et ça sera l'explorateur qui commencera la partie, le tour de jeu, c'est lui, ça va partir de lui et ensuite ça va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous jouez à 3 joueurs, et ben en fin de compte, ça sera au joueur de gauche de jouer un personnage, puisqu'en fin de compte, si jamais vous jouez à 3 personnes et que vous devez jouer 6 personnages durant ce champ, durant ce scénario, et ben chaque personne va jouer 2 personnages. Donc vous allez jouer l'explorateur va jouer en premier, ensuite ça va être à son voisin de gauche qui va jouer un personnage, ensuite à son voisin de gauche à lui aussi qui va jouer aussi un personnage, et ça va revenir à l'explorateur qui lui a déjà joué son personnage explorateur, donc il va jouer son deuxième personnage, et ainsi de suite. Et ça va constituer donc une phase de jeu des héros. Voilà. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que en fait c'est un homme et il a le culte, enfin il voue euh, la prière au signe, au signe des Vikings. Là, on voit le signe des Vikings. Alors, il a 3 en vaillance. Ensuite, nous avons la défense, 3 de défense, 2 d'agilité. La survie, il en a 2. La perception, il en a 2. Et la volonté, il en a 2. Ensuite, il a euh, plusieurs traits de force. Il a l'autorité, le combat et la protection. Donc l'autorité à la fin de l'action de ce héros est un héros disponible proche votre, de votre choix gagne un bonus. Donc en fin de compte ce token là on y revient, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais en fin de compte ça donne plus une action. Voilà. Ce token là c'est perdre 1 de morale, c'est le moral ça. Le combat, lorsque ce héros attaque en mêlée, jetez un dé supplémentaire. Donc en fin de compte, il va pouvoir jeter un dé supplémentaire euh, à son attaque. Et pour l'attaque, je pense que c'est la vaillance qu'il utilise. Et donc, il va pouvoir jeter 4 dés. Les caractéristiques. Donc là, on a la vaillance. Indique le nombre de dés lancés par l'attaque. Voilà, c'est ce que je disais. Et pour réussir certaines épreuves physiques. Indique le nombre de dés lancés pour éviter un coup. Donc il va pouvoir lancer 3 dés pour se défendre. Donc là nous avons son nom avec son statut. Il a un pouvoir là à la fin de l'action d'Alvar. Vous pouvez désigner un héros disponible proche de ou adjacent. Ce héros doit attaquer immédiatement, mais s'il n'est aucun hostile, perdez un de morale. Ok. Voyons. Ah ouais. Donc la croyance c'est Northman, donc c'est nordique quoi. Chrétien et sauvage en termes de croyance. Après il y a masculin, féminin et enfant en termes de logo là, de caractéristiques on va dire. Alors quand on reçoit, quand on reçoit des blessures, on les pose dessus. Donc quand on reçoit une blessure, en fin de compte, ça fait rien, on peut toujours utiliser le pouvoir là. Par contre, si on retourne le token blessure, donc maintenant il est en 3D, donc quand on le retourne et qu'il y a deux blessures, on ne peut plus utiliser ça. Une fois qu'on a une blessure là, enfin deux blessures sur chaque compétence, on est
on est étourdi, enfin on ne peut plus jouer ce tour-ci. On est obligé de se faire guérir pour pouvoir continuer à jouer. Alors, je pense que durant le scénario, on peut pas vraiment mourir. On est juste inactif, quoi. Enfin, on perd ses tours de jeu. Par contre, je pense qu'on peut mourir. Un personnage peut mourir si jamais il fait une action et qu'en fin de compte, dans un chapitre, on nous dit vous subissez blessure mortelle, votre, votre personnage est mort. Voilà. Donc les jetons blessures, voilà ce que je disais. Donc une blessure, c'est comme ça. Et de l'autre côté, en fait, nous avons deux blessures. On vient la poser sur, sur la capacité. C'est exactement ce que je disais. Donc les cartes héros, quand un héros a un familier avec lui, en fin de compte, il prend la carte de l'hostile et il la met à côté de son personnage qu'il pourra jouer à son tour de jeu. Voilà, donc la carte familier, le nom du héros à qui cette carte peut être attribuée. Donc en fin de compte, Otor l'aigle, c'est Erika qui peut l'utiliser. Déployer, Otar peut scruter sa zone pour y révéler une menace. Erika peut effectuer une attaque à distance gratuite sur un hostile visible dans la zone d'Otar dans l'ordre de votre choix. D'accord. Il a 3 de perception et c'est 4 en agilité. 4 d'agilité. Il y a un petit fluff là. Erika avait mis des mois à apprivoiser le prédateur. Il avait fini par reconnaître l'une des siens et il était désormais devenu les yeux de sa maîtresse. Ah voilà, on tombe inconscient quand on a ces trois aptitudes, ces trois compétences. Des fois, il y a des personnages, ils en ont que deux, des compétences, donc faire très attention à ne pas les perdre. Les cartes objets, en fin de compte, il y a plusieurs cartes objets. Là, en fin de compte, c'est le dos des cartes. Elles vont être soit ce sera des vestiges, soit des trophées, soit de l'herbe, soit des objets, etc. Il y aura, je pense, des armes aussi. Genre là, on voit, il y a une arme, elle est coupée, elle est cassée. On peut l'utiliser au corps à corps. Ce logo là, il se trouve là. C'est une arme de mêlée. Après, il y a plusieurs types de cartes. Donc là, c'est le, le culte nordique, la vaillance. Il peut y avoir de l'agilité, je veux dire. Agilité 4. Et des fois, il faudra lire un chapitre et ça correspondra à cet objet. C'est pas mal. Donc le jeton des rôles, donc le rôle du meneur, ça sera toujours celui qui a la plus haute, le plus haut grade au niveau de la compagnie. Et en fin de compte, l'éclaireur, c'est le meneur qui va le donner à n'importe quel joueur qui jouera en premier. Donc ça, je pense que ça va avoir un, un impact sur le tour du jeu. Ça peut être vraiment sympatoche, quoi. Voilà, ensuite on arrive, donc les dés. C'est vrai que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur les dés. En fin de compte, il y a des logos. Donc ça c'est un succès. Donc deux succès, vierge, couvert et spécial. Le couvert et le spécial sont surtout utilisés pour les attaques à distance en fonction de là où on se trouve. Enfin le couvert surtout. Le spécial va y venir et ça doit peut-être faire un effet de carte spéciale. Voici pour effectuer un test. Donc pour effectuer un test, réussir l'action, le joueur qui contrôle le héros
lance autant de dés que la valeur de caractéristique associée du héros. Si jamais on doit faire un test d'agilité ou qu'on a 3 en agilité, on lance 3 dés. Et en fonction des succès à obtenir et qu'on obtient, on va regarder si le nombre de succès obtenus est égal ou supérieur au seuil de difficulté. Le joueur applique les effets et les réussit et la réussite de l'action. Voilà, c'est tout simple. Si le nombre de succès obtenus est inférieur au joueur, applique les effets d'échec de l'action. Certaines actions n'ont pas de seuil de difficulté. Dans ce cas, le nombre de succès déterminé le résultat tel que décrit par l'action. L'environnement, donc en fin de compte, l'environnement, c'est soit on a le camp qui se trouve là, ou alors on va faire de l'exploration. Et l'exploration, en fait, on va utiliser les tuiles pour explorer les environs. Alors, nous avons des logos qui se trouvent surtout sur les tuiles. Là, donc il y a le nombre de personnages qu'il peut y avoir sur la case, l'agilité, le coup, c'est le coup en mouvement pour se déplacer, nécessaire pour se déplacer sur cette tuile. La perception, d'où le C. La visibilité, indice qui représente le niveau de difficulté pour scruter la zone. Donc là, il y a le D, c'est le couvert, la protection qu'on obtient lors d'une attaque. Le E, le numéro indique qui sert de référence pour assembler le plateau de jeu, d'accord, donc en fin de compte. Et le F, les icônes d'obstacles, si les zones empêchent les attaques à distance et les déplacements vers L. S'il y a un X, on ne peut pas y aller. Si jamais là il y a un X, on ne peut pas se déplacer et puis ça bloque les lignes de vue, je pense. Propriété des zones. Les zones qui possèdent un côté en commun sont considérées comme adjacents. Logique. Alors, nous arrivons au plateau de jeu, au plateau du clan. Alors là, il va y avoir les numéros de tours, le nombre de tours qu'on va pouvoir faire. Là, on va pouvoir mettre les cartes hostiles. Là, la carte des hostiles, en fonction de quand est-ce qu'ils arrivent, dans quel sens. On va y revenir plus tard. Là, on peut avoir que 2 cartes prières par type de, de culte, on va dire. Soit donc 2 cultes nordiques, 2 cultes chrétiens et 2 cultes créatures. L'objectif, la carte spéciale du scénario, où en fin de compte on va avoir des objectifs à atteindre, on va les mettre là. Là on va mettre tout ce qui est nos cubes de bois, le moral, les actions supplémentaires qu'on va gagner, les lancers de dés supplémentaires qu'on va gagner, et bien sûr la nourriture. Donc là on va y mettre soit les cartes du scénario, le camp ou l'exploration. On va y mettre là. Et là c'est la défausse. Voilà. Donc le moral, les vivres, le bois, les bonus. Soit on lance un dé de plus, soit on a une action supplémentaire. Carte prière en cours. Les cartes destin qu'on va dévoiler en fait à chaque début de tour. Les cartes prière qui vont nous donner du bonus. Les cartes destin, alors c'est très important, les cartes destin déclenchent les événements et déterminent les conditions particulières de chaque tour de jeu. Donc, au début de chaque tour de jeu, on va découvrir une carte destin et ça va nous dire quel type de style il va y avoir sur le plateau de jeu, où est-ce qu'ils vont être, on va dire, popés, ils vont se mettre à activer, où il y a les totems, etc. S'il y a du gibier et le nombre d'actions que les héros vont pouvoir
faire durant ce tour de jeu. Donc là, on peut voir qu'il y a une petite histoire, un événement. Le jeton applique un des deux effets suivants. Punir un autre héros actif de votre choix, subir un dégât, s'égosiller pour ramener le calme. Le meneur subit un dégât. Ah ouais. Donc ça va être important d'être le meneur de jeu, quoi. C'est soit en fin de compte on punit un des autres joueurs, ou soit on se punit nous-mêmes. Ensuite, les héros vont avoir donc une action. Là, on voit la main avec une action. Par contre, on va pouvoir dépenser une ressource de vivre pour pouvoir récupérer une action supplémentaire. Donc avoir deux actions ce tour-ci, mais au maximum, on a le droit qu'à une seule fois de le faire. Donc il va falloir voir si on veut les vivre, si on veut faire des actions supplémentaires. Là, il va y avoir les hostiles qu'on va pouvoir popper. Donc sur le jeton A, il va y avoir un hostile qui va arriver. Et sur le jeton D, il y aura du gibier qui va apparaître. Le jeton D et le jeton A seront mis sur la map en fonction du scénario, je pense. Et à la fin du tour, en fin de compte, on perd un de morale. Voilà comment se trouve une carte destin. La menace et les hostiles. Alors il y a différents hostiles, on peut voir selon le crâne, et en fin de compte derrière ce jeton, ça va montrer combien il y en a qui arrivent à ce tour de jeu. Donc là on peut voir que derrière ce jeton là il y a deux. Il y a deux hostiles qui arrivent sur la case où on les a découverts. Soit en envoyant en fait son familier pour faire une exploration. Donc on va explorer en fait le lieu et on va découvrir en fait quelles sont les créatures qui s'y trouvent, ou alors en déplaçant nous-mêmes notre figurine, et là en fin de compte on va pouvoir découvrir. Et là nous avons la carte menace. Donc la carte menace, c'est un peu comme ça fait un petit peu penser à Zombicide. En fin de compte, on découvre la carte, pardon, et on voit combien il y a d'hostiles, s'ils sont forts ou quoi. Donc là en A, on a ce type d'hostile. Donc il a 3 de valeur de combat. Donc 3D. Il a 1 en vaillance. Il me semble que c'est ça. En mouvement. C'est le mouvement. En agilité. Et donc ce qui va se passer, c'est que bah là on l'a. Il va d'abord attaquer le héros le plus près de lui. Ensuite, celui qui est le plus blessé et celui qui a le plus haut rang au niveau de la communauté. Voilà, donc tir 1, lâcheté. Donc ça, ça va être un trait spécial qui possède. On voit que sur le deuxième, en fin de compte, lui, il a guet-apens. Et guet-apens, en fin de compte, il va pouvoir, je pense, attaquer en premier. On va descendre dans... De toute manière, il y a un glossoir à la fin et il y a tout qui est expliqué. Voilà. Donc la carte hostile, lorsque le jeton menace est révélé, la carte hostile correspondant au même type indiqué par la carte menace est retournée. Le jeton est remplacé par le nombre d'hostiles indiqué. Voilà. Donc le totem, sur le plateau de jeu, le jeton indique la zone où peuvent apparaître des menaces. Donc là, il faut faire attention avec les totems. Il peut y avoir des ennemis qui arrivent. Donc là, nous avons un cogneur, une carte cogneur, avec donc là, il y a une histoire, un chapitre à lire sur lui.
On voit que là, en fin de compte, il a 2 points de vie. Il a les traits férocité et guet-apens. Il va attaquer d'abord l'ennemi le plus près, donc celui qui a la valeur de combat la plus haute, et si jamais il y a toujours pas il y a toujours pas le, un écart entre deux héros, et ben il va attaquer celui qui a le plus haut grade dans la tribu. Les marqueurs, donc les marqueurs vont nous servir à dire qui a joué. Donc si jamais vous jouez l'explorateur, l'explorateur il joue, hop, on met un marqueur dessus, tac, il peut plus jouer. Ensuite, s'il y a un hostile, les hostiles jouent tous en même temps. Les hostiles ont joué, on met un marqueur, un cube en bois brun, et pour dire qu'en quoi ils ont joué. Donc voilà, on voit que sur leurs caractéristiques, ils ont la vaillance, donc la valeur de combat, la défense, donc lui il a 3 de défense, et en agilité il a 2. Donc à mon avis c'est sa valeur de déplacement, le 2. Donc nous avons une petite illustration. On va arriver, je pense, à la partie combat. Comment se déroule un combat? Ah non, là c'est la mise en place. Donc la mise en place du plateau, on met en place le plateau, etc. On met les jetons. Ça, on en a parlé. Donc voilà, une mise en place standard. Avec, on met un cube pour le tour de jeu. Les cartes objets, les cartes prières, les actions spéciales, les héros. Donc là c'est en mode exploration. Les dés. Donc là ça nous dit comment installer le chapitre. Préparation des héros. Réglation spéciale. Donc de toute manière tout est marqué dans le champ sur la. Alors comment est composé un tour de jeu? Il y a 4 phases. La phase d'événement, là, donc on va dévoiler une carte destin, et cette carte va nous dire donc ce qu'on a vu tout à l'heure, une petite histoire. Ensuite ce que doit faire en fait le meneur de jeu. Ensuite combien il y a de tours de combien vous avez d'actions, et enfin le pop, l'arrivée des créatures ou du gibier, et enfin ce qui se passe à la fin du tour. Ensuite c'est la phase des héros. Chaque héros va être activé à son tour de jeu, donc en commençant par l'explorateur qui va commencer son tour. Ensuite ça va être la phase des hostiles. Donc les hostiles vont venir attaquer ou se déplacer vers les ennemis, vers les héros, pardon. Et enfin la fin de tour, donc ce qui se passe à la fin du tour, la révélation de soit on récupère on récupère quelque chose, soit on perd en morale ou autre chose, ou de la nourriture. Donc la phase d'événement, ce qu'on avait dit, ce que je viens de dire, les héros actifs possède le rang le plus élevé, reçoit le jeton meneur, puis récupère et distribue le jeton rôle restant aux autres héros actifs de son choix. Le meneur vérifie si le marqueur de son tour se trouve sur une case qui contient un jeton saga révélé. Dans ce cas, il applique les effets. Voilà, voilà. Donc là, c'est le nombre d'actions que les héros ont. Ils peuvent payer un coût supplémentaire. Là, nous avons un nouveau logo. Et ce logo, en fin de compte, il dit que vous pouvez faire des actions gratuites. À votre tour de jeu, c'est cool ça. Vous avez la possibilité d'effectuer
des actions gratuites. Je pense que ça va être avec des cartes de héros spéciales qu'on utilise. Donc quand le héros a terminé son tour, il met un cube brun sur ce héros pour dire comme quoi il a fini son tour. Que peut faire un héros à son tour de jeu? Le héros à son tour de jeu, il peut se déplacer, il peut scruter pour révéler une menace adjacente ou un jeton saga proche, attaquer en mêlée ou à distance, il peut soigner un allié, il peut déployer un familier pour pouvoir aller voir ce qui se passe sur une autre case, il peut prier et il peut chasser. Il peut faire une action spéciale, une seule fois par activation, et il peut faire des actions gratuites, utiliser des cartes et échanger des objets. On peut échanger des objets avec les autres héros. Au moment de se déplacer, attention, cette action n'est possible qu'une seule fois par activation, donc il va pouvoir se déplacer en utilisant son agilité. S'il ne dispose plus d'assez de points de mouvement pour s'activer, ce coup d'entrée, son déplacement prend fin. Logique. Quel que soit le nombre de points de mouvement restants. Parce que des fois, il va falloir utiliser des points de mouvement pour se rendre si jamais il y a de la forêt ou s'il doit escalader, des trucs comme ça. Alors, si un héros commence son déplacement alors qu'il est engagé, présent dans la zone qui contient au moins un hostile, il ne peut se déplacer que vers une zone adjacente, quel que soit le nombre de points de mouvement dont il dispose. Donc même s'il a 3 points de mouvement, et en fin de compte, il peut que se reculer de 1. Sauf que si le nombre d'hostiles présents est supérieur ou égal au nombre de héros présents dans la case de départ, il subit une blessure et perd un moral. C'est chaud. Si un héros entre dans une zone contenant au moins un hostile, il devient engagé et son déplacement prend fin, quel que soit le nombre de points de mouvement restants. Si un héros entre dans une zone contenant un jeton saga révélé sans aucune menace ni hostile, son déplacement prend fin, quel que soit le nombre de points de mouvement restants. Les effets des jetons saga sont immédiatement appliqués avant d'entreprendre toute autre action. D'accord, donc dès qu'on voit un jeton saga, c'est hop, direct. Si un hostile est présent, les effets du jeton ne peuvent pas être appliqués. Cela ne sera possible que lorsque la zone sera vide de tout hostile, au début de l'activation d'un héros qui s'y trouve. D'accord. Donc il faut clean la zone avant de pouvoir regarder les jetons. Donc une embuscade. Une embuscade a lieu lorsqu'un des deux cas suivants survient. Un héros actif entre dans une zone contenant au moins une menace durant la phase des héros. Ok. Une ou plusieurs menaces entrent dans une zone d'un héros actif durant la phase des hostiles. Dans ce cas, appliquez cette procédure. Révélez toutes les menaces présentes et remplacez-les par des figurines d'hostiles indiquées au verso en vous référant à leur carte. Les héros deviennent engagés s'ils se déplacent, son mouvement prend fin, quel que soit le nombre de points de mouvement restants. Ok. Si vous n'avez plus assez de figurines d'hostiles pour effectuer ce remplacement, placez le nombre d'hostiles de ce type. Dès qu'il n'y a plus de figurines d'hostiles d'un certain type en réserve, retirez immédiatement du plateau de jeu toutes les menaces correspondantes à ce type. Si le placement des hostiles provoque des déplacements de la capacité maximum de la zone, placez suffisamment d'hostiles pour atteindre la capacité maximum de la zone et laissez les hostiles restants en réserve. Donc en fait, il y a des endroits où on ne peut pas avoir au maximum sur une tuile, il ne peut pas y avoir plus de 6 figurines. C'est le maximum. Des fois, il va y avoir une restriction
au niveau du nombre de personnages sur la tuile, ça va être genre 3 personnes. Il ne peut pas y avoir plus de 3 personnages. Ben, en fin de compte, si vous devez mettre un hostile alors que vous avez 2 héros dessus, vous en mettez un. Et s'il devait y en avoir plus, eh ben le plus reste en réserve. Voilà. Enfin, pour chaque hostile placé en jeu durant l'embuscade, le héros dont le mouvement a provoqué l'embuscade subit une blessure. D'accord? Si l'embuscade a lieu durant la phase des hostiles, la proie de cet hostile subit ses blessures. Phase des hostiles. D'accord? Alors, Erika dispose d'une agilité de 3 qui lui donne 3 de mouvement. Ok? Elle peut rejoindre la destination A et B car la zone traversée sont vides et dispose d'un coût d'entrée cumulé inférieur ou égal à 3. Ok. Elle peut aller A ou B. D'accord. 1, 2, 3. 1, 2. Enfin 2 de mouvement là, puisqu'en fin de compte elle traverse la forêt. Il faut utiliser 2 de mouvement. Elle est obligée d'arrêter son mouvement dans la zone C, D et E car celle-ci possède un jeton saga révélé. Là il y a un jeton. Là il y a un jeton. Et là il y en a un qui a déjà été révélé. Ok. Car celle-ci possède un jeton saga révélé. C, un hostile en D, ouais, et une menace en E. Dans ce dernier cas, Erika subit en plus les effets d'une embuscade. Donc en E, en fin de compte, elle subit une embuscade. D'accord? Elle ne peut pas se rendre en F car la zone de rocher est dite infranchissable, ni en G car le coût d'entrée cumulé de la zone traversée est supérieur au total de ses points de vie. Points de mouvement, pardon. Ok, donc là en fait il faut 2 de mouvement. Là il n'y en a pas besoin de mouvement, donc en fin de compte elle peut se déplacer là, de 3. Et là il faut 2 de mouvement plus 2 de mouvement, donc ça fait 4, et en fin de compte elle a que 3. Donc on est d'accord. D'accord, ok, donc ça c'est fait. Donc on comprend mieux le, le mouvement des personnages, comment que ça se passe. Scruter. Donc en fin de compte, on peut scruter. Cette action n'est possible que si le héros n'est pas engagé. Okay. Le héros peut scruter la zone dans laquelle il se trouve pour révéler et appliquer les effets d'un jeton saga caché ou une zone adjacente pour révéler une menace qui s'y trouve. Ouais. Pour révéler un jeton saga, retourne le jeton saga pour révéler sa face cachée, consultez le signet et lisez le paragraphe correspondant au jeton. Pour révéler une menace, effectuez un test de perception et appliquez l'effet suivant. Chaque fois que vous obtenez un nombre de succès correspondant à l'indice de visibilité de la tuile révélée, le verso du jeton menace. Ok, donc on va faire un test de perception. Si jamais on vient là et qu'on veut faire un test... Ah ben là, il n'y a pas marqué, alors attends. Si on veut faire un test de perception là, faire un test de perception à 3. Donc on va voir au niveau de ses caractéristiques de Erika combien elle a de perception et on lancera autant de dés qu'elle a de perception et il faudra 3 de succès au minimum pour pouvoir voir s'il se passe s'il n'y a rien quoi. Voilà. Si la première fois que ce type de menace est révélé, retournez également la carte hostile correspondant sur le plateau de clan. Donc en fait quand on révèle un hostile pour la première fois sur le plateau de clan, je vous ai montré tout à l'heure les cartes, il faudra révéler la carte et on verra à quel moment ils seront actifs sur le plateau, sur le tableau. Les attaques, ce qui nous intéresse aussi, ce sont les attaques. Les héros désignent un hostile puis l'attaque. Un héros peut réaliser 2 types d'attaques, une attaque de mêlée et une attaque à distance. L'action n'est possible que si le héros est engagé, logique, ou si il est adjacent à une zone pleine
contenant au moins un hostile. Ok. Il désigne un hostile proche ou situé dans une zone adjacente, pleine et visible. Attaque à distance. Cette action n'est possible que si le héros n'est pas engagé et dispose d'une compétence tir X. Il désigne un hostile qui se situe dans une zone à portée et visible. La portée est indiquée par la valeur associée à la compétence de tir, par exemple tir 2 signifie une portée de 2 et représente la distance maximum du tir en nombre de zones adjacentes et en ligne droite. Visible signifie qu'il n'y a pas de zone dite d'obstacle entre le héros et la zone où se trouve. Logique, tout logique. Donc voilà. Homing, perception 3. Ah mais c'était ça, la perception. Se tient dans une zone A. Là, ça je l'ai fait 4. 4 succès correspond à 2 fois l'indice. Il peut révéler 2 menaces sur les 3 présentes. Ah oui, il y a ça aussi. Donc en fin de compte, il y a 3 menaces. En fin de compte, il y a 2 de perception. Il faut 2 de perception. Il fait 4 succès là. 1, 2, 3, 4. Donc il est à 2 au-dessus. Donc il va pouvoir révéler 2 jetons perception et pas le troisième. C'est la différence. Si l'hostile dispose d'une valeur de vitalité, comptez le nombre de succès obtenus, puis posez une blessure près de la figure de l'hostile à chaque fois que vous avez assez de succès pour égaler la valeur de défense. Ouais, ok. Lorsque le nombre de blessures égale ou dépasse la valeur de vitalité d'hostile est éliminé. Logique. Donc en fin de compte, il y a des hostiles, ils n'ont pas de points de vie. Donc dès que vous le tapez, vous faites un succès et est directement retiré. Donc nous avons un exemple. Jorik, doté d'un tir de 2. Donc Jorik, il est là. Il veut attaquer à distance. Les hostiles qu'il peut désigner sont A, B et C, car ils se trouvent tous à portée de son et sont visibles. A, B et C. Oui, ils sont à portée. D'accord. En revanche, D et E ne sont pas visibles à cause de la présence d'obstacles, rochers et forêts. Là, il y a 3 de perception, il peut pas voir à travers. Là, bah, c'est caché, mais à mon avis, c'est bon. Donc, il voit pas là, mais il voit là. Ouais. Entre Jorik et E. F n'est pas à portée car la zone qui le sépare de Jorik ne sont pas adjacentes en ligne droite. Ok. Donc là, c'est séparé par 2 tuiles, donc il ne peut pas les voir. Là non plus, il y a le rocher qui le bloque. Ce qui me chagrine, c'est ça, c'est qu'il voit pas là, mais il voit là. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Déroulement de l'attaque. Après avoir désigné un hostile, le héros effectue un test de vaillance contre le seuil de difficulté égal à la défense de l'hostile. Note, le talent de compétence des cartes objets ou prières en jeu du héros peuvent améliorer le test d'attaque. La capacité indiquée sur la fiche de l'hostile peuvent dégrader ce jet. Si le nombre de succès égale ou excède le seuil de difficulté, si l'hostile ne dispose pas de valeur de vitalité, il est éliminé. Est-ce qu'on a un test là? Donc là c'est soigné. On va regarder si on a un test. Si le style dispose. Ok. Donc en fait, ouais, c'est par rapport à la défense de l'hostile. On fait une attaque, on lance les dés. Si on fait supérieur
supérieur ou égal, hein. Ouais. Égal ou excède le seuil. D'accord. Alors pour soigner, Nord. Voyons. Alors cette action n'est possible que si le héros n'est pas engagé. Donc déjà, faut pas être engagé. Le héros désigne un héros blessé ou inconscient situé dans sa zone. Il peut s'agir de lui-même. Donc il peut se guérir lui-même. Ça c'est bien ça. Il effectue un test de soin avec un dé et applique les effets suivants. Pour chaque succès obtenu, le joueur du héros désigné lui retire une blessure. Pour chaque neutre, blanc quoi, obtenu, une blessure est infligée au héros désigné. Ah ouais. Notez, les héros qui disposent de la compétence soigneur lancent un dé supplémentaire et ignorent les... D'accord. Ah c'est cool ça. Solitaire. Lorsque le héros est seul, jetez un dé supplémentaire pour chacun de ses jets. D'accord. Une fois par activation, ce héros peut attaquer en mêlée. D'accord. Alors, exemple. Nord, Vaillance 3 et une blessure sur chaque compétence. Comme là. Et engagé contre deux cogneurs. Défense de 3. Et une peste. Défense de 1. Il lui reste une seule action et le joueur décide d'attaquer en mêlée. Il désigne l'un des cogneurs, puis effectue un test de vaillance en lançant 3 plus 1 dé. Il a le droit, puisque en fin de compte il a solitaire. Lorsque ce héros est seul, jetez un dé supplémentaire. Ben voilà. Le résultat obtenu est forêt, un succès, deux succès, donc 4 succès. Nord dépasse la défense du cogneur, il l'élimine puisque ce dernier n'a pas de valeur de vitalité. L'action d'attaque de Nord est déterminée, mais le joueur décide d'utiliser la compétence Rage pour effectuer une attaque supplémentaire. Action gratuite. C'est une action gratuite. Il désigne le cogneur restant. Le joueur lance les dés et obtient 3 succès et un signe là. Alors, les 3 succès égalent la défense du cogneur qui est immédiatement éliminé. Nord subit une blessure pour avoir utilisé la rage. Le joueur décide de l'attribuer à rage pour conserver le bénéfice de solitaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si jamais vous avez 2 blessures sur une compétence, vous ne pouvez plus l'utiliser. Bah, de toute manière, là, il avait déjà 2 blessures sur rage. Non, il a mis une blessure sur rage. Pardon. Exemple, Lessini se trouve dans la même zone que Frodi et Nord. 3 blessures. Elle décide de soigner Nord et effectue un test de soin avec 1 plus 1 dé puisqu'elle possède la compétence soigneur. Ok. Son joueur obtient un dé blanc et une forêt. Il décide de tirer parti de la compétence soutien de Frodi pour relancer un dé. Il relance le dé bois et obtient 2 succès. Pour un résultat final de blanc et succès, puisque Leslie possède soigneur, elle ignore l'effet du neutre et Nord peut retirer 2 blessures, il enlève une blessure de chaque compétence. Ok, on comprend mieux comment ça fonctionne. Déployer un familier. Cette action n'est possible que si le héros n'est pas engagé. Si un héros possède une carte héros familier, il peut déployer ce dernier si le jeton familier est posé sur sa carte. Le héros désigne une zone qui n'est pas infranchissable et qui se trouve à une distance en zone égale ou inférieure à la valeur d'agilité du familier. Puis il déplace le jeton familier dans cette zone et applique les effets indiqués sur la carte familier. Donc là c'est jeton, mais en fin de compte, vu que la plupart des familiers ont été débloqués, vous pourrez déplacer vos petites figurines. C'est cool. Alors, Petronilla décide de déployer Rolf.
sans familier. Elle dépense 2 de morale, coût de la carte héros. D'accord. Elle place le jeton de Rolf à 2 zones d'aile dans la limite de la portée de l'animal. Agilité de 3. D'accord. Rolf peut ensuite effectuer les 2 actions suivantes dans l'ordre de son choix. Scruter la zone pour tenter de révéler une ou plusieurs menaces. Rolf effectue un test de perception de difficulté 2 à cause de la zone de bosquet. Attaquer la peste en effectuant un test de vaillance contre la défense de l'hostile. D'accord. Il va pouvoir attaquer et regarder ce qui se passe. Prier. Cette action n'est possible que si les 3 conditions suivantes sont réunies. Le héros est dans la zone qui comporte l'icône de sa croyance. Donc il faudra qu'il y ait l'icône de la croyance pour pouvoir prier. Il n'a pas d'autres héros présents ayant la croyance différente. Donc il faut soit qu'il soit tout seul ou alors qu'il ait un allié qui soit de la même croyance que lui. Et le héros n'est pas engagé. Donc il faut qu'il soit seul ou avec un de ses collègues. Voici la procédure à suivre pour prier. Le héros effectue un test de volonté contre la difficulté indiquée par la carte prière. Le jet de dés est modifié comme suite. Plus un succès si au moins un héros actif de la même croyance est proche. Donc si jamais il a un pote qui est là, il va pouvoir lancer un dé supplémentaire. Ah non, il a plus un de succès. Plus un de succès pour offrande dépensée ou subir une ressource ou blessure indiquée par la carte avant jet de dé. Donc si jamais il fait une offrande, il donne des aliments, je pense. Ou s'il subit une blessure, il va pouvoir avoir un succès supplémentaire. Si le test est réussi, le joueur place la carte prière sur un emplacement de prière vide, donc sur le plateau de clan, ou remplace une carte de croyance déjà présente sur le plateau de clan. En effet, il ne peut n'y avoir que 2 cartes prière du jeu par croyance. Donc, il y a les emplacements sur le truc, sur le plateau de clan. Les effets indiqués sur les cartes prières placées sur le plateau de clan sont actifs de façon permanente pour tous les héros partageant la même croyance. Donc là, en fin de compte, nous avons Frodi et Hemming sont dans une zone comportant l'icône Notman, une croyance nordique. Frodi décide de prier pour mettre en jeu la prière tir, difficulté 3. Il décide de dépenser 1 de morale pour s'assurer d'un succès et la présence d'Hemming lui donne également un succès. Le joueur lance un dé, la volonté de Frodi et obtient un succès. Au total, ça lui en fait 3. Il assure le résultat de la prière. Le tir possède posé sur un emplacement de prière. Dorénavant, quand tous les héros nordiques attaqueront en mêlée, le résultat spécial obtenu sera considéré comme un succès. Notez que si Frodi avait dépensé 2 de morale, notez que si Frodi avait dépensé 2 de morale, eh ben, on ne sait pas. D'accord. Donc là, nous avons la chasse. Donc la chasse, cette action n'est possible que si les héros n'est pas engagé et se trouve dans une zone comportant les jetons gibier. Il effectue un test de survie sans difficulté. Le nombre de succès obtenus donne le nombre d'aliments gagnés. Ok, après le test, quel que soit le résultat du jeton gibier est défaussé. Action spéciale. Donc chacune des actions spéciales ne peut être effectuée qu'une seule fois par activation. Les actions spéciales sont des actions contextuelles matérialisées par des jetons actions spéciales ou un marquage
sur une zone. Les actions spéciales ne sont utilisées que si le héros n'est pas engagé. Encore une fois, il ne faut pas qu'il y ait d'hostile. Oui. Échanger les cartes. Donc, alors, échanger les cartes objets. Cette action n'est possible que si le héros n'est pas engagé et se trouve dans la même zone qu'un autre héros actif. Il peut donner autant de cartes objets qu'il le souhaite à cet autre héros et recevoir autant de cartes objets de celui-ci souhaitant lui céder. Rappel, un héros ne peut posséder que 2 cartes objets. Toute carte objet en trop doit être défaussée. Ah, on a le droit qu'à 2 cartes objets. D'accord. Et donc là, on va arriver à la phase des hostiles. Donc là, on a vu toutes les phases qu'un héros pouvait avoir. Taper, se déplacer, utiliser un familier, donner des objets. Et durant la phase, les menaces et les hostiles se déplacent vers leurs proies respectives et si possible les attaquent. Alors, c'est au meneur qu'incombe la tâche d'effectuer les mouvements de menace et des hostiles en suivant les procédures décrites ci-dessous. De leur côté, les héros se défendent face à leurs attaques. Voici les différentes attaques de la phase des hostiles. Alors, phase des hostiles, la menace se déplace vers leur proie. En suivant l'ordre des menaces, le meneur déplace OK. En 2, la menace possédant la compétence tir X attaque à distance. Donc alors c'est d'abord ceux qui attaquent à distance, d'accord. Les hostiles qui ne sont pas engagés se déplacent. Les hostiles engagés attaquent. De nouvelles menaces apparaissent. Voilà les 5 phases. Le meneur place les nouvelles menaces en suivant les instructions de la carte destin en cours. Okay. D'accord. On va voir ça. Lorsque le meneur déplace des menaces ou des hostiles, ou quand ces derniers attaquent, ces actions sont résolues dans l'ordre de menace du haut en bas, tel qu'indiquait la carte de menace. C'est ce que je disais. Donc en fin de compte, le premier hostile qui est en haut de la carte va jouer, ensuite le deuxième et le troisième. À chaque étape de phase des hostiles, toutes les menaces hostiles dans le même type doivent être jouées avant de jouer le type suivant. En revanche, le meneur décide dans quel ordre est joué chaque représentant du même type. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le héros le plus proche, le héros le plus blessé, le héros le plus haut rang, le héros avec la vaillance la plus haute et le héros avec la plus basse volonté. Donc, parce que là c'est la plus basse parce qu'il y a un moins. Les proies. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est d'abord ceux-là qui vont jouer en premier, ensuite ceux-là et ceux-là. Et on se référera à leur carte pour les niveaux des déplacements, savoir et au niveau du combat. Les cartes menaces, le verso de la carte hostile affiche une liste de priorités. Les 3 proies symbolisées par 3 icônes. Déplacement des menaces. Ça on a vu. Alors, lorsque le meneur doit déplacer une menace ou des hostiles, il doit respecter les règles suivantes. Si plusieurs menaces ou hostiles d'un type identique commencent leur mouvement dans la même zone, ces hostiles ou menaces identiques se déplacent ensemble. D'accord, c'est tous ensemble. Une menace ou un hostile se déplace toujours vers la zone contenant sa proie. Si plusieurs héros remplissent ces critères de proie, les critères suivants de la liste est utilisé pour les départager. Donc c'est ce que je disais, d'abord le plus proche, ensuite la vaillance la plus haute, et enfin le rang le plus haut pour celui-là.
Après, ça change, hein. Lui, c'est d'abord le plus près, après celui qui a le plus de blessures et le rang le plus haut. Ensuite, une menace où un hostile se déplace vers la proie d'un nombre égal valeur d'agilité indiquée par sa carte en considérant que toutes les zones ont un coût d'entrée de 1. Il utilise toujours le trajet le plus court pour effectuer ce déplacement. Si plusieurs trajets sont possibles, c'est le meneur qui tranche. C'est toujours le meneur, hein. Le meneur, il a un sacré poids sur les épaules, hein. En revanche, ils ne peuvent pas entrer dans une zone pleine ou infranchissable. Logique. Si une menace ou un hostile entre dans une zone où se trouve un héros, son déplacement prend fin. Dans le cas d'une menace ou embuscade se déclenche. Cadré embuscade. Donc ça, on y reviendra. Groupe de menace doit se déplacer vers la proie indiquée par la carte menace. Son premier critère est le héros le plus proche. Or, Petronilla, Frodi et Dreng sont à la même distance de ces menaces. Le critère suivant est le héros qui possède le plus de jetons blessures. Petronilla n'en possède aucun, mais Frodi et Dreng ont 2 blessures. On a des blessures tous les deux, 3 blessures. Pour le départager, le dernier critère est le héros le plus haut durant le rang 10 de Dreng surpasse le rang 8 de Frodi. Dreng est donc désigné comme proie. De menace se déplace d'une zone, leur valeur d'agilité, vers Dreng et entre donc dans la zone C. Donc voilà l'exemple. D'accord, donc ça c'est compris. Attaque des hostiles. Alors lorsque le meneur effectue une attaque des menaces et des hostiles, ils doivent respecter les règles suivantes. Seule la menace dotée d'une compétence de tir X peuvent attaquer. Les hostiles de même type situés dans la même zone attaquent ensemble la même proie. D'accord. Les hostiles peuvent attaquer leur proie si cette dernière se trouve dans la même zone adjacente, pleine et visible. Logique. Résolution de l'attaque des hostiles. Les héros désignés comme proie effectuent un test de défense contre la difficulté égale à la puissance d'attaque des hostiles. Donc si le hostile, là, il a 3 d'attaque, la défense de... je ne sais plus son nom, de... c'est pas Alvard, c'est Bergun, donc, et de 4, donc elle va lancer 4 dés. La puissance d'attaque de l'hostile est égale à la vaillance de l'hostile ou de la menace qui l'attaque. Plus 1 par hostile en menace proche supplémentaire de même type. D'accord. Donc là, on va cumuler les hostiles. Chaque succès obtenu réduit la puissance d'attaque de 1. Donc on a un exemple. Dans la forêt, 4 cogneurs sont engagés contre Alvard et Bergun, qui a déjà reçu 4 blessures. On voit bien, elle a 4 blessures. Leur proie désignée est Bergun. Les deux héros sont les plus proches, mais Bergun remplit leur deuxième critère, héros possédant la plus haute vaillance. Donc elle a 5 de vaillance et lui il a 3. Les cogneurs disposent d'une vaillance de 3. Leur puissance d'attaque initiale est donc égale à 3, la vaillance d'un cogneur, plus 3. Parce qu'en fin de compte, un cogneur, il a 3 alliés. Donc on rajoute plus 3. Donc ça lui fait une valeur de combat de 6. Donc Bergun effectue un test de défense avec 5 dés, puisqu'en fin de compte, elle a 2 dés de défense plus elle a protection. C'est ça? Oui. Plus 1 dé offert par la compétence protection. Le résultat, il est de 3 succès. Même si Bergun est dans une zone de forêt, le résultat forêt ne compte pas, car ce n'est pas
une attaque à distance. Ah ouais, c'est une attaque de corps à corps. Si jamais c'était une attaque à distance et qu'elle faisait forêt, ça lui aurait fait un succès supplémentaire. Donc en fin de compte, elle va prendre... donc elle a fait 3 succès, et ben on déduit des 6 de dégâts d'attaque. Donc il lui reste 3, donc elle subit 3 blessures. Elle possède un jeton de blessure pour la protection. Elle ignore la troisième blessure car tous les emplacements de blessure sont désormais remplis. Elle sombre dans l'inconscience. Donc elle devient inconsciente. Comme le cogneur dispose d'une compétence férocité, il attaque une seconde fois. Donc avec la capacité des hostiles de férocité, ils vont pouvoir attaquer Alvar et la proie désignée puisque Bergun est inconsciente. Logique. Donc ils vont pouvoir attaquer une deuxième fois. Apparition de nouvelles menaces. Donc à la phase des hostiles, on va pouvoir faire apparaître de nouvelles menaces en fonction de ce qui est marqué sur la carte destin. Vérifier. Ensuite le placement des marqueurs. Donc ensuite on va avoir des objectifs à remplir. La carte que je vous ai dit qui était importante, celle qui va dire le succès du scénario ou pas. Retrouvez votre clan. Donc ça c'est le prologue. Retrouvez votre clan, guérir Alvard. Donc dès qu'on guérit Alvard, on va faire avancer notre petit cube là pour arriver en fait à un script qu'on va lire. Survivre. Donc, ça on va faire avancer aussi et retrouver votre camp une fois qu'on va avancer pour retrouver son camp. Retirer le marqueur de leur fiche. Ensuite, tous les joueurs retirent les marqueurs de leur fiche héros. Remettez dans la réserve les ressources. Tous les jetons bonus encore présents sur leur fiche de héros. Ok. Retournez certains jetons actions spéciales pour montrer leur côté actif. Exemple, les jetons feu de camp. Récupérez chacun leur jeton familier encore présent sur le plateau. Enfin, le marqueur de tour avance d'une case. Et les joueurs démarrent un nouveau tour après avoir fait la phase de fin de tour. Phase de fin de tour. Donc là, à la fin du tour, sur la carte destin, c'est marqué perdez un de morale. Voilà. Et voilà, vous avez vu un peu comment se passait un tour de jeu dans Hell, The Last Saga. La fin d'un chant prend fin lorsque la lecture du paragraphe indique gain et les instructions qui couronnent la fin d'un chant figurent dans le paragraphe. Les joueurs peuvent désormais commencer le chant suivant en ouvrant la boîte correspondante ou sauvegarder leur partie pour continuer le jeu plus tard. Donc là on peut sauvegarder en notant en fait les objets, les caractéristiques de chacun, ce qu'il y a dans le camp, sur le plateau camp. Et puis voilà, donc après en conclusion, en annexe en fin de compte, nous avons tous euh, les, les compétences, à quoi correspond, un glossoire. Voilà, le livre des règles est simple, hein, et les règles sont assez simples. Hein. On fait la carte de destin, ensuite les héros font leurs actions, se déplacer, attaquer, explorer, etc. Ensuite c'est la phase des hostiles, et enfin à la fin il y a on regarde la carte destin qui nous dit ce qu'on doit faire pour finir le tour de jeu, et on révèle une nouvelle carte destin pour le tour suivant. On fait avancer le nombre de tours et on regarde ce qui se passe en fonction des objectifs qu'on a remplis. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle aura pris un peu plus de temps. En plus, j'ai mon voisin qui est en train de faire des travaux là, je sais pas ce qu'il fait. Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de liker, partager et aussi de mettre un commentaire. Il n'y a pas de souci. J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, je vous dis bon jeu à tous, bonne journée et à bientôt. À plus dans le bus.